On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. L'auteur Pierre Ouellette nous arrive avec un nouveau roman, Freux, inspiré d'une histoire qui se passe dans le sud-est des États-Unis avec un pasteur meurtrier. Mais d'abord, politique municipale, quel avenir pour les golfs? Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. On en discute avec le conseiller municipal, Marco Savard. À chaque automne, on reçoit en entrevue les conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire le tour des différents enjeux de quartier, des enjeux de district qu'on peut se permettre de détailler davantage. Aujourd'hui, on est dans le secteur du Vieux-Saint-Luc avec Marco Savard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, le gros enjeu de votre district, mais on a l'impression que dans les 2 dernières années, on en a parlé beaucoup au début du mandat, mais là, on en parle un peu moins, c'est l'avenir des golfs. Évidemment, l'ancien golf de la mairie, qui est un 9 trous, qui aujourd'hui n'est plus en action, disons, en opération. Et évidemment, le golf des légendes, qui est toujours un 18 trous, jusqu'à preuve du contraire, en date d'aujourd'hui. Bon, au début du mandat... Pardon? Fonctionnel. Fonctionnel, oui, tout à fait fonctionnel. Là, aujourd'hui, on est à l'automne 2019. Vous êtes à la mi-mandat. Au début du mandat, même, ça a amené, disons, certains déchirements avec l'équipe du maire, évidemment, qui avait une autre opinion sur le sujet. On en est où là-dedans? Bien, là, on a quelques tables de travail de fait depuis le début du mandat. On est encore pour l'année fin 2019. Si on veut refaire une nouvelle table de travail pour des discussions pour l'enjeu des golfs. On est encore sur le même contexte. Il y a un peu de distinction entre qu'est-ce qu'on va faire ou ce qui pourrait se réaliser à cet endroit-là. On est à essayer de rapidement, dès début 2020, faire une consultation publique avec les scénarios qu'on va présenter à la population, là. Du moins, je le souhaite le plus rapidement possible. OK. Donc là, l'idée, c'est d'arriver au début de 2020 et là, d'y aller par quoi? Des soirées d'information, de consultation, de présenter des hypothèses de travail? La stratégie n'est pas établie encore. On est justement en train de travailler là-dessus. Là, on est plus sur la façon qu'est-ce qui peut être présenté à la population, quel genre de scénario qui peut être présenté, comme on a déjà parlé à l'occasion. Oui. On a évidemment le statu quo qui peut être possible dans le développement des golfs. Maintenir le golf, autrement dit. Évidemment, l'autre scénario, évidemment, c'est est-ce qu'il y a moyen de développer une partie du golf pour en faire satisfaction aux promoteurs actuels. Est-ce qu'il y a moyen de bonifier les espaces verts avec une partie de développement des golfs? Moi, il me semble que ce serait une vision intéressante pour la ville, pour les revenus que ça pourrait y apporter. De voir aussi s'il y a possibilité de bonification des espaces verts. Est-ce qu'il peut être remis à la collectivité, sur le sens, dire un bon parc de bonne ampleur pour justement cacher un peu, si on veut, l'espace des riverains qui vont peut-être développer, des propriétaires riverains près du golfe. Il ne faut pas avoir d'impact de résidence ou de projet résidentiel. C'est qu'on était un peu là-dessus. Là. Mais je vous avoue honnêtement, j'aimerais que ça soit plus efficace que ça. Actuellement, ça traîne un peu le dossier. On en a eu même des discussions avec le maire actuel. On est tous d'accord qu'il faut régler ce dossier-là pour la fin du mandat 2021. Ça tarde à cause de quoi? Bien, tout le passé dû des mauvaises situations qu'on a eues durant les 2 dernières années avec la maire actuelle, je pense que ça fait retarder le processus. Les directeurs de services, en général, pour la ville, aiment bien travailler sur une vision à long terme avec une majorité. Donc, ce qu'on n'en est pas là actuellement, il y a trop de conflits entre on développe-tu, on ne développe pas aucun projet. On est à savoir plus quel sens qu'on doit agir là, pour faire quelque chose qui serait présentable à la communauté, mais quelque chose aussi qui fait l'unanimité dans notre entente. Mais à ce moment-ci, à moins que je me trompe, mais est-ce qu'il y a des projets concrets qui ont été déposés officiellement à la Ville par les propriétaires de ces 2 espaces? Aucun projet qui a été déposé pour l'instant où on se parle. On est un peu dans une stratégie de wait and see, c'est-à-dire qu'on attend de voir, les promoteurs attendent de voir un peu jusqu'où le citoyen est prêt à accepter, je ne sais pas. Bien, c'est l'autre question aussi, c'est le promoteur. À combien, combien vaut ces espaces verts, mettons? Il faut faire une entente pour que la ville soit win-win, c'est l'expression anglaise. Mais il faut que tout le monde soit gagnant dans un contexte comme ça. Faut que le promoteur s'entende sur un prix raisonnable. S'il veut céder ou donner, si on veut, la possibilité d'avoir des espaces verts, je reviens là-dessus. Un prix, moi, je considère qu'à un prix nul. On donne la chance peut-être de développer une partie, mais de l'autre côté, est-ce que nous, la Ville, on pourrait se dire, bon, regarde, ça ne nous coûte rien, mais à condition de ça. Le promoteur, il faut à ce moment-là qu'il fasse ses devoirs. Nous, je pense qu'on doit arriver avec une proposition au promoteur, dit c'est ça, c'est ces conditions-là qu'on veut.
Mais actuellement, quelle est la position de la majorité du conseil? Parce que vous-même, dans l'équipe pour Saint-Jean, vous avez un peu revu aussi, vous avez refait vos devoirs dans tout ça, vous vous êtes un peu commis un peu plus là-dessus. Bref, quelle est la position dite officielle de la majorité du conseil à ce moment-ci? Bien, je ne peux pas parler pour les autres. Tant qu'on n'aura pas terminé la table de travail, qui veut dire évidemment avec le plan de match, puis la stratégie, puis comment on va s'y prendre, à ce moment-là, je serai en mesure de vous répondre pour la pensée des autres. Mais majoritairement, je vous dirais que il n'y a pas de projet qui va se faire de promotion, de promoteur qui va tout combler les espaces verts dans le secteur du golf. C'est inimaginable. Même les autres, ils le savent aussi. Puis nous autres aussi, en tant qu'élus, on ne prendra jamais cette charge-là sur nos épaules. Donc, il peut y avoir du développement, mais pas à tout prix, puis pas n'importe comment. On n'est pas là. On n'est plus rendu à un certain temps, à un moment donné. Je pense qu'il faut y aller avec la conjoncture économique aussi. Est-ce que le potentiel, à ce moment-là, pour avoir du... Je pense qu'il y a du potentiel pour faire un beau projet résidentiel. À quelle quantité? Bien, personne ne s'est logé encore à ce moment, au moment où on se parle. Mais on a encore le projet actuel qu'on parle des remembrements. Pour faire suite à votre question, c'est que le remembrement des lots de la Bergère, on est en acquisition de terrain à cet endroit-là. On a comme ça 132 lots de terrain qu'on est en train de faire l'acquisition. C'est déjà sur notre plan de projet de développement pour les années futures. On parle quand même de plusieurs unités de résidence. Fait que ça, on pourrait dire, ça, c'est dans la démarche actuelle là, des directeurs de services. Bon. Un autre des projets, c'est la fameuse passerelle. Est-ce qu'elle est inscrite ou non au programme triennal d'immobilisation? Oui, elle est inscrite actuellement, dont même on va probablement, si tout va bien ce soir, adopter les plans de vie du soumissionnaire au projet pour l'enfouissement des fils sur la section Avenue du Parc. Okay. Ce qui veut dire, évidemment, la première phase débute, on dirait pour automne 2000 et automne-printemps 2020. Donc, on arriverait possiblement à une réalisation du projet en 3 phases, à peu près, d'après moi, pour 2021-2022. Okay. Ce qu'on souhaite, du moins. On s'entend qu'aussi, c'est un enjeu électoral, la passerelle depuis plusieurs années. Puis on s'entend tous, l'unanimité est alentour de la table là, sur ce projet-là, autant que d'équipes adverses que sont d'accord avec ça. Mais même tout récemment, je recevais votre collègue Yann Langlois, qui, sans remettre en question la passerelle dont on parle dans le secteur du boulevard de la Mairie et des Colibris, de l'autre côté, parlait on parlait évidemment de l'échangeur Douglas, mais on parlait entre autres d'une éventuelle passerelle un peu comme dans le secteur Douglas, où il y a le cinéma qui s'en vient, et de l'autre côté, là, avec les prés verts. C'est-à-dire qu'encore une fois, la 35 coupe en deux le secteur du Saint-Jean-Normandie ou du Saint-Luc de l'autre côté. Ça, est-ce que pour vous, c'est envisageable? C'est la façon de voir aussi à long terme qu'est-ce qui va se passer sur la section où le stade de soccer. Est-ce qu'il y a du potentiel de cette section-là pour amener de l'achalandage? Est-ce qu'on parle d'un transport collectif ou actif? C'est deux choses à voir. Je comprends que l'achalandage commercial sur la section Douglas, mais si on remet toute la question de la passerelle, puis on remet ça à un autre temps des lunes, là, parce qu'on s'entend qu'avant que ça se reproduise, il va être un certain temps, qu'il faut faire des démarches, il faut faire des plans de vie, puis ça prend des acquisitions de terrain encore. Puis de l'autre côté, malheureusement, c'est que le ministère du Transport, à l'époque, quand on a fait la 104, il nous aurait donné l'autorisation de faire la tranche C pour faire une passerelle à cet endroit-là. On n'en serait pas à ces discussions-là. Là. On aurait probablement ciblé un endroit vraiment très approprié pour cette passerelle-là. Là. Bon. Donc, mis à part les golfs et la passerelle, quels sont pour vous les autres enjeux importants d'ici la fin du présent mandat dans le Vieux-Saint-Luc? Dans les enjeux, évidemment, je pense que le dossier des golfs, c'est majoritairement, lui, le plus important, là, parce qu'il demande quand même beaucoup de travail. Dans mon secteur, actuellement, on est en train de faire des travaux en cours, dont le pavage de la rue Montmartre, de la rue Paris. On parle d'une première phase sur le chemin Saint-André, qui sont des travaux qui sont en cours. C'est pas mal, en général, là, ce qui est le plus important pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a des enjeux d'infrastructure vieillissante à remplacer? Prochaine étape, ça va être possiblement la rue Bernier, pardon. Le tronçon entre la rue Moreau, si on veut, jusqu'à la rue Samar. Ça, c'est prévu ça devrait être prévu pour 2021. Mais ça, on parle vraiment de revitalisation complète de sa section de On parle en gros d'une urbanisation de la rue Bernier, là, entre la Pépinière jusqu'aux limites même de la rue Godette. Omer Marcil, intégré aussi d'une piste cyclable, là, ce qui permettrait justement encore de venir déclaver, si on veut, mon district, le district Montréal, qui est pris avec aucun accès là, sécuritaire pour les cyclistes là, et les piétons en même temps. Là, fait que ça fait partie des étapes à venir. Mais ça, c'est du moyen-long terme. Moyen-long terme, mais quand même prévu. Qu'est-ce qui nous ralentit dans ce dossier-là? C'est entre autres, il y a beaucoup de réflexion de nouvelles maisons. Des maisons sont en démolition. J'ai eu la chance de passer là sur le côté de mon secteur.
Il y a des tranchées à faire à ce moment-là, il y a des ouvertures de rue à faire. Fait que est-ce que les directeurs du génie civil préfèrent finir ces parties de travaux-là des nouveaux promoteurs, puis à partir de là, refaire l'asphalte au complet pour que ça soit une meilleure durée. Bon. Est-ce que la fluidité de la circulation est relativement bonne? Parce qu'on sait qu'à un certain moment, probablement dû aussi aux travaux qu'on a eus sur Boulevard Saint-Luc pendant un certain temps, il y avait des gens qui utilisaient un peu là, les rues France et Savard et Tramontane pour traverser d'un côté, là, dans le fond de la rue Bernier, jusqu'à Boulevard Saint-Luc de l'autre côté. Est-ce qu'on a encore ce genre de problème-là ou si les gens, avec le temps, se sont fait une routine d'utiliser Bernier, Boulevard Saint-Luc et compagnie? Ils trouvent d'autres chemins. Là, ils sont rendus sur la rue Daniel maintenant. C'est un exemple sur la rue Daniel qui est un petit tronçon de rue qui se rend au Parc France. Il y a 16 résidences. À l'heure de pointe, il y a 2700 véhicules qui passent du boulevard Saint-Luc à la rue France par jour. 2700? À l'heure de pointe. À l'heure de pointe. Fait que peu importe sur une rue de 16 maisons? Exact. Fait que c'est quand même assez achalandé là, durant l'heure de pointe. Mais c'est sûr que le travail qui doit être fait, puis les demandes doivent être faites, c'est le ministère du Transport qui a une partie de la solution dans ce dossier-là, c'est de faire l'élargissement à l'intersection de Bernier, boulevard Saint-Luc, puis l'avenue des Échevins, de faire un élargissement jusqu'à la station Shell, de rajouter une voie supplémentaire, puis justement refaire, si on veut, la reconfiguration de Bernier, qui nous permettrait au moins d'avoir un meilleur accès pour quitter le secteur là, du pont Saint-Luc. Parce qu'il y a comme beaucoup d'autos qui passent là dans Effectivement. Bien, c'est 18 000 véhicules par jour en tant que tel à cette intersection-là. Fait que c'est sûr, les gens arrivent de la prairie, puis moindrement qu'un accident, mettons, sur la 35, la bretelle 35, c'est amélioré un peu. Cependant, il reste quand même que les gens utiliseraient très souvent plutôt la 104. En terminant, j'ai posé la question à vos collègues également. On est à la mi-mandat. L'ambiance au Conseil n'a pas toujours été facile, surtout la première année et demie, avec le maire et son équipe. Est-ce que je me trompe ou c'est plus calme depuis quelques semaines? Je pense qu'on s'est toutes fait à l'idée qu'on doit travailler pour nos citoyens, puis maintenir ce qu'on doit faire par nos convictions. On travaille ensemble avec, on s'entend que le groupe des 9. Je reste quand même indépendant, attaché à tout ça. Cependant, ce qu'on apprend à travailler différemment, puis j'ai 13 années d'expérience en politique, on ne s'adresse plus aux maires, on n'en a pas besoin nécessairement, on s'adresse vraiment aux directeurs de services, qu'eux autres nous accomplissent nos demandes suite à les requêtes des citoyens. Fait que je pense qu'on s'en tient à cette forme de travail-là. C'est malheureux, on ne peut pas travailler sur des plans de vision parce qu'on n'a pas l'unanimité sur ce côté-là. Puis voir travailler pour l'avenir de la ville comme qu'on faisait auparavant à l'époque avec des projets, comme exemple le centre-ville, qu'on a mis énormément d'emphase de travail, puis d'avantages pour toute la communauté. Là. On n'en est pas là, mais on arrive à fonctionner quand même du mieux qu'on peut par rapport au contexte. Marco Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Dato. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'auteur joannais Pierre Ouellette qui nous présente Freux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il est poète, romancier, essayiste. Il est d'ici, de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été aussi récompensé à quelques occasions dans le passé, différentes distinctions. Il nous arrive avec un nouveau roman, Freux. Il est avec nous, Pierre Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quel est le fil conducteur de cette idée que vous avez couchée sur papier, qui est le nouveau roman qu'on présente ici aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs fils. On pourrait dire que c'est une trame plutôt qu'un fil. En partant, on peut dire que c'est une sorte de thriller ou de suspense à la fois polar et fantastique. Mais c'est avant tout de la littérature, parce qu'il y a une écriture, il y a une pensée. On a l'habitude, quand on prend un roman policier ou un roman fantastique, de le lire pour le divertissement, alors que là, c'est plutôt une sorte d'avertissement. C'est une sorte de système d'alarme à répétition, à chaque phrase, à chaque
chaque paragraphe, il y a quelque chose qui choque un peu le lecteur, parce qu'on fait face à la question du mal, avec un grand M, si vous voulez, qui est représenté par un personnage un peu étrange, qui est un pasteur en réalité, qui fait des prêches annonçant la bonne nouvelle, mais toujours sous une forme un peu apocalyptique, et qui en même temps est un tueur en série, hein, qui laisse derrière lui plusieurs victimes, ce qui intéresse bien sûr un enquêteur un peu étrange lui-même, qui s'appelle Chester Head, qui est un personnage que je reprends d'autres romans antérieurs, et qui va se mettre à sa poursuite et en essayant de le déjouer de différentes façons qui sont un peu inhabituelles. Alors, il y a une espèce d'incertitude sur ce qui va arriver dans cette histoire. Et puis, il y a surtout un personnage central qui est en fait pas tout à fait humain, puisque c'est une statue. C'est la Bird Girl qui est en couverture du livre, qui est une sculpture créée par Sylvia Judson, une artiste américaine, et qui a trôné dans le cimetière Bonaventure de Savannah, la ville de Savannah, en Géorgie, pendant plusieurs années, et qui est devenue une sorte de monument culte. D'ailleurs, quand on se promène dans les boutiques de Savannah aujourd'hui, on trouve des miniatures de cette statuette, un peu comme la Tour Eiffel pour Paris ou la Statue de la Liberté pour New York. Et cette statue, elle est devenue non seulement emblématique de la ville, mais aussi source d'une sorte de culte, mais un peu trouble, parce qu'elle est à la fois bénéfique et maléfique. Plusieurs criminels en série se sont inspirés de cette statuette-là pour commettre leurs exactions. Et il y a un film de Clint Eastwood que tout le monde connaît, je pense, Midnight in the Garden of Good and Evil, qui raconte l'histoire d'un collectionneur qui voulait s'approprier cette statue et qui a été par la suite un meurtrier très, très célèbre dans toute la ville. Est-ce que c'est la statue qui vous a inspiré pour créer ces personnages et l'histoire? Ce qui m'a intéressé, c'est le pouvoir des images. Comment, on pourrait dire une sculpture qui devient une idole, hein? Il y a aussi des images qui deviennent des icônes et qui inspirent à la fois des choses bénéfiques et des choses maléfiques. C'est cette frontière entre le bien et le mal, entre je dirais minuit moins une et minuit une, hein? Midnight in the Garden of Good and Evil. Le cimetière Bonaventure est considéré un peu comme une sorte de figuration ou d'image, de métaphore du paradis terrestre, hein, où trônait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette statue est en plein centre du cimetière et elle ressemble à une statue de la justice avec ces deux vases là, pour peser le bien et le mal. Donc tout se circule autour de ce cimetière, de ce personnage inquiétant, pasteur et tueur en même temps, et sur la porosité entre le bien et le mal, sur le fait qu'on ne peut pas vraiment les distinguer, les séparer. D'ailleurs, cette statue représente une jeune fille qui a l'air toute innocente, et on se demande comment elle peut attirer, par exemple, ces fameux freux qui sont des corbeaux, qui habitent dans ce cimetière et qui ont un rôle très important dans le roman, puisqu'ils vont être des complices du pasteur qui en fait l'élevage de ces corbeaux-là et qui vont énucléer ses victimes pour leur enlever la vue après qu'il leur a enlevé la vie. Donc, il y a tout un climat un peu gothique, un peu glauque, mais qui me sert à réfléchir sur cette porosité, encore une fois, du bien et du mal, comme si on ne pouvait pas tout à fait les distinguer. Et dans une ville comme Savannah, c'est clair, parce que c'est une ville... Si la statue vous a visiblement influencé, est-ce que c'est la statue qui a influencé le pasteur? Oui, tout à fait, parce que les jeunes filles qu'il va assassiner ont soit servi de modèle pour la sculpture ou ont une ressemblance quelconque avec cette sculpture-là. Donc, une espèce de passage de l'œuvre de marbre à l'œuvre de chair, hein, et par cette espèce de, comment on pourrait dire, d'analogie entre l'innocence de la statue et celle de ces jeunes femmes qui vont être assassinées tour à tour par ce pasteur. Expliquez-nous un peu votre canevas de travail. C'est-à-dire que là, vous avez quoi? Vous avez une idée en tête, une inspiration, et là, il y a la page blanche, mais après ça, on les remplit les unes après les autres. Bref, qu'est-ce qui vous a saisi dès le départ, à partir du moment où, bon, là, on parle un peu de la statuette et de son inspiration, mais qu'est-ce qui vous a amené dès le départ? D'abord, c'est la visite de la ville de Savannah, qui est assez étonnante, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville, qui est
le centre historique. Ce sont de vieilles mansions, là, des manoirs, Oui. mais un peu délabrés. C'est une ville une ancienne ville très riche, hein, coloniale, avec ses maisons très cossues, mais un peu décrépites. Et c'est entouré de chênes verts, couverts de mousse espagnole, hein, ces espèces de plantes parasitaires qui s'écoulent un peu comme des larmes. Et ils appellent ça des barbes de vieillard là-bas, hein, parce que c'est gris et ça couvre le chêne vert. Donc, c'est une ville un petit peu lugubre. Et quand on la visite, on a une espèce d'inquiétante étrangeté. Là. On se promène dans cette ville, même s'il fait beau, il fait soleil, il y a quelque chose de sombre. Et donc, ce lien entre la lumière et la nuit, c'est ça qui m'a d'abord intéressé. Et j'ai appris l'importance que cette statue avait eue pour les habitants de Savannah au cours des années. Et là, il y a eu un déclic. Et voilà, donc le lien entre cette statue, la ville elle-même, l'atmosphère que j'y ai trouvée, a fait en sorte que, il faut dire que j'ai ressuscité certains personnages d'un roman d'il y a une vingtaine d'années qui se déroulait plutôt dans la ville de New York et dans l'Ouest américain. Donc, c'est le même détective, c'est le même narrateur, une jeune femme aussi qui est l'ancienne compagne du détective qu'on va voir dans ce livre-là joue un rôle très important, notamment dans la chasse du pasteur. Et donc, j'ai transposé un peu ces personnages-là dans la ville de Savannah et dans la Géorgie en général, parce qu'on se promène un peu aussi dans la campagne géorgienne. Qu'est-ce qu'il y a d'inspirant de la société américaine? Parce que forcément, là, on est quand même dans le sud-est des États-Unis. Oui. Je comprends que la ville ou le cimetière vous a un peu amené dans cette direction-là, mais on pourrait prendre une ville québécoise ou canadienne ou européenne. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant pour vous dans la société américaine? Oui, c'est un peu une métaphore ce que j'ai fait là, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui des États-Unis, avec un rapport extrêmement ambigu entre le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire, le bien et le mal, encore une fois, à travers notamment le pouvoir politique, qui prend une place extrêmement importante, pas seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. On n'a qu'à penser à ce qui se passe actuellement en Syrie, ou les allégations qui tournent autour de l'Ukraine. Donc, cette espèce d'image d'Épinal que représente l'Amérique pour le monde entier n'est plus maintenant associée au bien, au bonheur, à la liberté, à toutes ces valeurs positives qu'on lui a attribuées. Il y a beaucoup de négativité derrière ces belles façades que l'Amérique présente au monde. Et je trouve que ce lieu-là, Savannah, les personnages un peu inquiétants qu'on peut y voir circuler, et qui sont un peu caricaturés par le pasteur, mais qu'on retrouve en plusieurs exemplaires quand on se balade dans ces milieux, qui sont très religieux, mais qui en même temps sont des milieux criminels. Donc il y a, vous voyez, les États-Unis de Trump sont embourbés dans des croyances religieuses ancestrales et en même temps sont tentés par toutes les formes de corruption, de banditisme à petite ou grande échelle, selon le point de vue où on se place. Donc, c'est un terreau fertile pour l'imaginaire, mais même pas si loin que ça. Au début du mandat de George W. Bush, au début des années 2000, lui-même évoquait « Vous êtes avec ou contre moi, il y a le bien et le mal, l'axe du mal, avec l'Iran, la Corée du Nord. » Comme si eux représentaient l'axe du bien. Oui, c'est ça, mais c'est ça, on suppose que c'est ça. Oui. Non. Alors voilà, donc... La société américaine est fascinante. Hein? Certains ont déjà dit que les États-Unis étaient le plus beau pays du monde. Le seul problème, c'est qu'il y a des Américains qui vivent dedans. C'est ça. C'est un peu le principe, mais bref, c'est quand même un ouvrage intéressant. Vous avez travaillé là-dessus pendant combien de temps? Oh, peut-être 2-3 ans. Hein. C'est toujours... quand même, OK. Oui, parce que les livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus de la littérature qu'un thriller, parce qu'il y a vraiment un travail d'écriture, un travail de la langue, un travail de réflexion. Et même si j'écris plusieurs livres en même temps, je ne peux pas passer à travers un univers comme celui-là en l'espace de quelques mois. Il faut le laisser dormir, le reprendre. Il y a plusieurs couches. Hein. On fait d'abord une première trame, puis on ajoute. C'est un peu comme un peintre qui repasse sur son tableau à plusieurs reprises. Et donc, il y a quand même... il faut décanter un peu les émotions fortes qu'on ressent quand on aborde un univers comme celui-là. Et quand on termine le manuscrit et qu'on le fait lire à nos proches ou à l'éditeur, là, il se passe quoi?
Ah ben, il se passe toutes sortes de choses, hein, parce qu'il y a des surprises. Ce livre-là est assez différent de ceux que j'ai déjà eu l'occasion de présenter ici. C'est beaucoup moins autobiographique. Et puis, ça... J'espère que c'est moins autobiographique. Non, ne vous inquiétez pas. pas. C'est pas vous le pasteur, hein? C'est ça, non, sûrement pas. Mais le narrateur, par contre, c'est un peu ma propre projection. Hein? Ma lecture des faits à travers le personnage du narrateur, qui est anonyme, mais qui agit, qui joue un rôle dans l'histoire, ça, c'est un peu mon ombre portée. Mais effectivement, ce n'est plus un texte autobiographique comme ça que j'ai l'habitude de faire. Et puis, ça soulève beaucoup de discussions, à savoir comment on doit aborder ces questions-là. Moi, je ne les aborde pas d'un point de vue strictement rationnel. J'essaie de me mettre dans la peau des personnages, et donc il y a beaucoup de folie qui passe à travers ça. Et c'est le lecteur qui doit un peu faire le travail. Alors, il est confronté à cette espèce d'hystérie là, qui est omniprésente dans le livre. On sent, de par vos propos, que vous avez eu beaucoup de plaisir à écrire ça. En même temps, oui, parce que vous allez Vraiment, voir qu'il y a une jouissance de l'écriture. Quand on aborde des sujets comme ceux-là, qui sont délicats et qu'on ne peut pas trancher d'une manière totalement, je dirais, abstraite, il faut se plonger dans le concret et dans la sensualité, dans la sensorialité des événements, de cette ville, des personnages qu'on rencontre, etc. Donc, il y a beaucoup d'affects et des motifs qui finissent par transparaître aussi sur ma manière d'écrire. Pierre Ouellette, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Donc, Freux, disponible bien sûr en version électronique ou en version ici physique, bien sûr, dans les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Et oui, l'automne et l'hiver sont à portée de main. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est la collecte des ordures qui revient à une séquence de 2 semaines. Et ça va être comme ça, bien sûr, pour les prochains mois, jusqu'au printemps prochain. Ne manquez pas le Télébingo. Il y a toujours 4 000 $ en jeu tous les dimanches matins à 9h30. À demain. Bye-bye.